François, t'as prévu quoi pour la spéciale aujourd'hui? François? Ouh, François? Oh, puis zut. Si seulement David était encore parmi nous. Alors apparemment, on fait une plus ou moins geek spéciale fantôme. Alors si vous voulez savoir ce que François vous réserve pour Internet, RL pour la culture japonaise, Laurent pour la BD, les romans, Fred pour les jeux vidéo, Rurik pour le cinéma et moi-même pour les séries télé, c'est tout de suite après le générique. Tiens, je vais me faire exorciser, moi. Des fois, j'ai l'impression de l'entendre. Depuis plus de 50 ans, un étrange phénomène envahit la planète. Vous êtes déjà contaminé. Cette émission est faite pour vous. Vous ne le savez peut-être pas. Et vous êtes déjà plus ou moins geek. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Plus ou moins Geek. Alors cette fois-ci, la thématique est consacrée entièrement à des trucs avec des draps, des boulets qui font ouh, puisqu'on va parler des fantômes. Une petite indication chez vous, si vous voulez vous accrocher au fur et à mesure de ces chroniques, il y a un petit compteur qui est près de la table, juste en dessous là, tadadat. Au fur et à mesure de nos chroniques, ça risque peut-être de monter, donc voilà, ça va vous permettre de vous accrocher chez vous à vos sièges. Et on va commencer tout de suite avec la rubrique Internet qui est animée par François. A tout de suite, jingle. Rubrique Internet avec François. Moi, pour le web, je vous parlais donc de vidéos qui font peur sur Internet, mais aussi d'un mec qui montre que, en fait, c'est pas censé faire peur, c'est même truqué. Donc, ça s'appelle Captain Désillusion. Alors bon, déjà pour savoir, donc sur Internet, il y a beaucoup de vidéos de soi-disant fantômes attrapés à travers des caméras, donc caught on tape. Donc ces vidéos sont la plupart pas forcément vraies, mais certaines font un peu flipper quand même, on peut se poser des questions. Enfin, pas moi, parce que moi, j'ai jamais peur de rien. Oh là là, oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. On trouve aussi des sites comme Sheetbricks. Sheetbricks, en fait, qui répertorie plein de photos, mais notamment des photos de fantômes glissées de façon subtile à travers le décor, qu'on n'est pas censé voir du premier coup. Et dès qu'on le voit, on est censé Sheetbricks, chier des briques de peur. Donc moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis une pendule en français, on dirait. Totalement, ouais. Oui, c'est ça, en fait, c'est les photos, genre, t'as un vide, on est plus t'as une ambitieux salle en vide, France. t'as un escalier, puis en fait, si tu regardes bien, au fond, il y a deux petits yeux, en fait, qui te regardent. Voilà, exactement. Donc ça, c'est souvent truqué, hein. C'est même un jeu, en fait, pour savoir où est le fantôme. Version Ghost des images d'Épinal, en fait. Exactement. Voilà. Mais bon, voilà. Et pour démystifier tout ça, il existe un super-héros, il s'appelle Captain Désillusion. Donc le Captain Désillusion, Désillusion, puisque c'est un Américain, c'est un web show présenté par un super-héros, en fait, qui explique, à la base, c'est surtout pour les enfants, pour leur montrer que tout ce qu'on voit à la télé et sur Internet surtout maintenant, c'est pas forcément vrai. Il y a des trucages, et même si ça paraît vrai, des trucs à la Blair Witch, où on fait peur avec une caméra qui tremble, etc., il y a souvent des trucages. Donc lui, il explique, en fait, il montre les trucages, parce que le gars qui fait ça, en fait, a une formation d'infographiste, donc il comprend comment sont montées les images, et donc il montre à chaque fois, il démystifie les fantômes. Donc il y a une vidéo qu'il a faite, il démystifie une scène, alors c'est pas forcément une vidéo d'internet, mais c'est une vidéo qui a fait le tour d'internet, qui est extraite d'un film des années 80, à savoir 3 hommes et un bébé. Ils ont réussi à placer un fantôme là-dedans. En fait, c'est le fantôme du bébé. C'était pas le fantôme du bébé, mais c'était il y a une scène où Ted Danson parle à quelqu'un. Et derrière un rideau, on voit une silhouette humaine et la caméra passe et cette silhouette n'a rien à faire dans la scène et personne ne fait attention à ça. Donc il y a eu des rumeurs qui disaient que c'était un fantôme, le fantôme. Le fantôme de la carrière de Ted Non, mais surtout le fantôme du de la moustache de Tom Selleck. Et en fait, pas du tout. Lui, il explique en fait pourquoi on voit cette silhouette-là. En fait, cette silhouette, ça correspond à une scène coupée dans laquelle il y a une version cartonnée de Ted Danson qui est dans le décor et qu'ils ont mis derrière un rideau. Et bref, donc à chaque fois, il démystifie tout ça, il montre qu'il n'y a pas de raison d'avoir de fantômes. Il démystifie aussi même les extraterrestres, les vidéos d'aliens, ou même les exploits de certains sportifs, les mecs qui mettent des paniers de basket super loin. Il explique qu'en fait c'est un trucage avec compositing, il y a un mec caché derrière qui met le panier le ballon dans le panier, etc. Donc voilà, donc c'est vachement intéressant, je trouve. C'est fait de façon très ludique en plus. Il est très drôle comme personnage. Dans un de ses derniers épisodes, il a même fait une parodie de Contact, le film de Robert Zemeckis, puisqu'à un moment, en fait, il y a une vidéo où il n'arrive pas à savoir comment est truquée la vidéo, parce que le trucage paraît
impossible. Et c'est une vidéo avec un fantôme derrière une glace et ils ouvrent la glace et il n'y a rien derrière, donc ils savent pas comment ils ont fait ça. Et lui, son personnage en fait est aspiré dans un autre, dans une sorte de rêve dans lequel il y a un vieux monsieur qui lui explique qu'il faut voir ça d'une autre façon pour mieux comprendre le trucage. Et cette scène est en fait une parodie pratiquement plan par plan d'une scène dans le film Contact. Voilà, donc en fait ce gars, même s'il fait un web show, il met beaucoup en scène, il fait ça vraiment de façon très, très scénarisée en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très intéressant à regarder. Ça se passe comment sur le plateau? Alors il est donc en super-héros, mais il est dans quel type de lieu? Bon, en fait oui, il est dans un décor très simple, il parle à la caméra, voilà quoi, c'est très entre guillemets un peu de télé quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment très bien fait. J'invite tout le monde à regarder ça parce que c'est très peu connu finalement. Ah, complètement. Est-ce que ça casse pas un peu la magie de tous ces trucs qui font rêver quelque part, même si on sait que c'est faux? Bah, lui, enfin, le gars qui fait ça est un scepticide. Un scepticide. Et un aigri un peu aussi. Un sceptique. Un faux sceptique. Oui, on Un faux sceptique. Non, c'est un vrai sceptique. Je me demande quelle est l'affaire celle-là. Et en fait, pour lui, enfin, rien n'est vrai, quoi. Pour lui, les aliens, les fantômes, ça n'existe pas. Et donc lui, il y croit vraiment pas, et il veut vraiment montrer aux gens que ça n'existe pas. Donc lui, il est totalement dans cette idée de ne pas faire croire aux gens que ça existe. Mais bon, en même temps, c'est un Américain. Donc forcément, nous, en France, on est aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus naïfs des fois, et ils ont besoin de croire à plein de choses. Ça existe. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a vraiment des vidéos sur lesquelles, honnêtement, il a dit là, je peux pas. Justement, dans la dernière, c'était drôle parce qu'il paraît bloqué. On se dit, ah merde, ça y est, il a enfin trouvé une vidéo qu'il ne peut pas expliquer. Et en fait, il explique en 2 secondes après. Alors après, ça ne veut pas dire que ces explications sont forcément justifiées parce qu'il il trouve des solutions qui demandent des fois beaucoup de moyens et on peut se dire, bah, c'est pas forcément vrai, quoi. Mais bon, c'est vrai que on peut ne pas être d'accord avec lui, c'est vrai. Et on peut ne pas être d'accord, comme tu avais l'air de le sous-entendre, avec le principe, parce que je me souviens d'une vidéo de Gérard Majax, qui était un magicien qui fut un temps était connu. C'est référence geek. Un fantôme, justement. C'est un vrai sceptique, Gérard Majax, qui passe beaucoup de temps à démonter en fait les charlatans. Et tu as envie de dire, finalement, le principe d'un tour de magie, c'est qu'il faut y croire, quoi. Si le mec il t'arrive pour dire, ah, ça marche comme ça. Oui, alors le truc, c'est que qui casse les rêves des autres. La différence, c'est que. Ça se voit que tu as vécu ça, toi. La différence, c'est que là, il parle de vidéos se trouver sur Internet, pas expliquées. C'est pas comme s'il disait. C'est pas un show, quoi. C'est pas un show, non, c'est des gens qui ont dit j'ai filmé un fantôme, regardez, c'est dans ma cave. Et les gens, c'est des canulars. Il ferait pas ça avec David Copperfield, par exemple. Pourquoi c'est pas vrai? Non, David Copperfield, il est... Je sais pas. Non, parce que là, par contre, ce serait con, tu vois, de révéler le truc. Oui, non, il fait pas ça pour les magiciens. Il est pote avec beaucoup de magiciens et c'est pour ça qu'il aime beaucoup la magie. Il récupère les tuyaux, il aime beaucoup justement l'illusion. En fait, justement, c'est pas un mec qui va faire chier les magiciens, il fait chier les gens qui font faire croire en vrai, qui font des canulars en disant non, ça y est, j'ai filmé un fantôme. Et surtout, comment les news américaines s'approprient ça et le font croire vraiment. Il y a eu des CNN qui disent ah, on a filmé un fantôme dans une station-service en Arkansas et les mecs ils réfléchissent pas une seconde et ils font croire aux gens qu'il y a des fantômes et ça ils trouvent ça un peu malsain, quoi. D'accord. Et d'autant je crois que c'est maintenant le moment de me faire croire à moi que je suis un chroniqueur. Oui, puisque je crois qu'on va t'entendre maintenant nous parler donc des fantômes dans ta chronique série télé. Il faut démystifier ça. Ouais, complètement. Allez, jingle série télé. Rubrique série télé avec David. Et ben moi, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une série danoise. Alors, faut pas vraiment partir en courant. Ça s'appelle L'Hôpital et ses fantômes. C'est une des traductions de titres de séries les plus abominables que j'ai eu. Voilà, le titre original, c'est Riget. Et ça se passe dans un hôpital, le plus grand hôpital de Copenhague. Et comme le dit donc le générique, en fait, il a été bâti sur un truc très très surnaturel et tout. Et donc, en fait, la série va se partager en fait entre le monde de la science et le monde du paranormal. Alors, faut savoir que tout le monde sait qu'il y a grosso modo des trucs très très étranges qui se passent dans cet hôpital. Alors les exemples, il y a une ambulance fantôme qui se pointe tous les soirs à la même heure. On entend des pleurs de petites filles dans des cages d'escalier, enfin dans des cages d'ascenseur. Donc moi les petites filles déjà là-bas ça me traumatise. T'aimes pas les petites filles? Non, j'aime pas les petites filles. C'est pas très gentil pour. Voilà. Et par contre il y a un bébé géant, enfin un bébé qui grandit à vitesse puissance 10 en fait, et ça devient une sorte d'énorme chose atrophiée qui est jouée par Udo Kier. Voilà. Donc en fait toute la série va opposer donc voilà c'est scientifique et les gens qui eux pensent qu'il y a vraiment des phénomènes paranormaux et qui vont aller chercher en fait
d'où viennent ces phénomènes. Et le premier personnage qui est introduit, c'est Madame Drus. En fait, Madame Drus, c'est une sorte de vieille nana un peu hypochondriaque et en fait, voilà, qui a décidé de savoir d'où venaient tous ces phénomènes. Alors en fait, la série est un petit peu particulière puisqu'elle a été créée et réalisée par Lars von Trier. Alors Lars von Trier, c'est Breaking the Wave, c'est Les Idiots, donc plutôt un réalisateur, je dirais un petit peu classé intello peut-être. Et en fait, un petit peu à l'instar de Rod Serling dans La Quatrième Dimension ou d'Alfred Hitchcock dans Alfred Hitchcock Présente, c'est lui-même qui ouvre la série avec ces quelques mots. Bonsoir, mon nom est Lars von Trier, donc il en profite un petit peu. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'hôpital et ses fantômes et voyager encore avec nous, soyez prêts à soigner le bien par le mal. Voilà, donc la série s'ouvre là-dessus et on part tout de suite dans une image qui est très très cracra. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, donc Lars von Trier, en fait, lui, finance une partie de ses films par un département X de sa boîte en fait. Donc, ouais, exactement en fait. Ça on le sait pas. Effectivement, sa boîte en fait un département Bordeaux. Avec aussi Catherine Deneuve, Björk et tout ça. Énorme. Björk peut-être, on ne sait pas en fait. Et Udo Kier. Udo Kier, exactement. Et voilà. Et en fait, un jour, il bouffait avec un producteur télé, et puis le mec lui dit, dis donc, t'aurais pas une idée de mini-série un petit peu pour la télévision danoise. Donc je vous laisse déjà imaginer le glamour de la situation. Et en fait, Lars von Trier, en fait, il a été un petit peu traumatisé dans sa naissance par Belphégor, donc la série française des années 60. Et il se dit, voilà, moi je vais reprendre exactement le même cadre. Donc c'est grosso modo un élément fantastique dans un lieu hyper connu. Donc lui, ça va être effectivement le grand hôpital de Copenhague. Et l'élément fantastique, bah, cette fois-ci, ça sera une petite fille. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus, Lars von Trier est un hypochondriaque à fond. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le genre de mec qui a toujours passé sa vie à filmer les hôpitaux, et rien que le fait d'écrire sur l'hôpital, il avait déjà chopé 15 cancers fictifs, en fait. Et ça, vraiment, ça le rendait hyper malade, quoi. Donc, je sais pas, peut-être ça l'a inspiré, peut-être pour ses films. Et voilà, donc le choix du grand hôpital de Copenhague c'est très vite mis en place. Et en fait, il a, je dirais que la série, en fait, il y a une continuité de sa façon de filmer, parce que Lars von Trier, on le connaît effectivement par ce qu'on appelle le dogme. Donc le dogme, en fait, c'est quelques codes. Je crois qu'il doit y en avoir une dizaine ou une quinzaine, mais assez tortueux, en fait, qui impose au réalisateur de s'effacer derrière le film. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a plus de notion de raccord. Le réalisateur n'a pas le droit de signer de son nom la série. Ça, faut savoir que c'est grosso modo la règle du dogme qui sont tous laissés tomber. Bien sûr, et lui le premier. Pas d'éclairage artificiel, et on ne peut pas apporter d'accessoires dans les décors. On doit faire avec les accessoires qui sont sur place. Faut savoir que... Ouais, pas de musique aussi, de la musique... pas de musique additionnelle, effectivement, qui doit souligner les histoires. C'est-à-dire que s'il y a de la musique, c'est forcément un tourne-disque dans le champ qui, en fait, passe la musique qu'on entend à l'image, en fait. Et voilà. Et ce qui a donné d'ailleurs des films comme Festen, parce que le dogme a été officiellement déclaré en 1995, c'est-à-dire un an, je crois, après la série. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, en fait, on n'a plus de notion de raccord. Donc l'image est super brute, elle est super dégueulasse, en fait. Donc elle est très orange, elle est granuleuse. Mais ce qui fait que quand tu as une image de cage d'ascenseur où tu vois un fantôme de petite fille quasiment sur le début de la série, avec cette image toute dégueulasse, le son qui est super, qui est plein de souffle, enfin, t'es carrément plongé dedans, quoi. C'est hyper tordu. Quelque part, pour une raison ou pour une autre, ça me rappelle David Lynch. À la fois le côté Eraserhead et le côté Inland Empire, les trucs un peu... Bah, ça a été d'ailleurs une de ses toutes premières références, en fait, David Lynch. Il le dit lui-même, hein, il voulait avoir son Twin Peaks. Donc du coup, on a effectivement sur l'hôpital et ses fantômes The Kingdom du titre américain. C'était vraiment la rencontre entre Twin Peaks et Urgence, en fait. Mais c'est vraiment Belphégor, ça. Il insiste à chaque fois là-dessus. C'est vraiment Belphégor qui a vraiment nourri cette série, en fait. Alors, je reviens juste sur le dogme pour dire, en fait, qu'il y a une des règles du dogme qui n'a pas été respectée non plus. Là-dessus, c'est que normalement, on ne doit pas faire de film de genre dans le dogme. Le dogme, ça doit être le cinéma de la vérité, le cinéma de l'instant, en fait. Donc ça, c'est pareil, il avait déjà tiré une balle dans son pied sur quasiment le premier truc. Il y a des petites anecdotes qui sont plutôt sympatoches. La série a duré que 2 saisons. Il faut savoir qu'elle existe sous 2 découpages différents. On a il y a en fait une première saison de 5 épisodes et une deuxième saison de 6 épisodes qui sont un minutage d'1 heure. Et par contre, il a fait une version de 4 épisodes, mais avec des minutages complètement bordéliques. Donc tu as 68 minutes, tu as 64 minutes, tu as 52, tu repars à 80, donc c'est très bordélique. Et dernière petite chose, il y a certainement la meilleure scène que j'ai vue dans une série télé depuis au moins les 10 dernières années. C'est une course-poursuite, la plus lente du monde, en fait. Il y a Elmer, qui est une sorte de chirurgien hyper con, qui poursuit un assistant. Ils sont en fait dans une pièce qui détecte les mouvements. Donc les mecs passent leur temps, en fait, à faire de tout petits mouvements pour essayer de se choper, en fait. Donc génial, ça, c'est super drôle. Dire un truc des as. Et complètement. Et d'ailleurs, il y a une touche d'humour dans la série qui peut un petit peu détonner, mais en tout cas, voilà, ça fait le charme de la série, quoi. Ça me rappelle la poursuite, c'est dans le Police fédéral Los Angeles, je crois, où c'est une poursuite, mais ils sont dans un bouchon. Donc ils se poursuivent en bagnole, mais les 2 bagnoles sont arrêtées. Il n'y en a pas qui allait sortir de la caisse. Non, ils se poursuivent dans la bagnole. Restez scotchés. Voici l'interview geek.
We had friends of mine and myself had a little company. We established a company to do beer commercials, industrial films, and like that. We always wanted to make a movie. And so we were pretty successful after about 3 years. And we tried to do this. We tried to raise money to do this very sort of high-minded, Bergman-esque film. And we couldn't raise any money. So we said, well, maybe we should do a commercial film, something more commercial, a horror film. And I had written a short story. And one of the friends that I worked with, John Russo, and I wrote the script together based on my short story. What people talked about the most who wrote about the film was the fact that it was a racial statement. And I actually thought that that was wrong because we wrote the script and we didn't change it. When Dwayne agreed to play the part, when we wrote the script, the guy in our minds was a white guy. And when Dwayne agreed to play the role, we just didn't change the script. And we thought that was pretty hip. But Dwayne was worried about it because he said, you know, people are not going to like me, you know, when I walk out of the theater because I hit this white girl. I mean, it was right around that time. Times were tense back then. We shot the film in '67, sort of right around the time when the rioting in Watts and, you know, all of this stuff had flamed back up. And so he was very sensitive to it. And we were all going, nah, come on, this is 1967. Maybe in other countries. I think maybe in France it was, or they couldn't show it for a while, I don't know. But in the States, no, it wasn't ever touched. They used Night of the Living Dead. People who wanted censorship or who wanted some kind of control would use Night of the Living Dead as an example of why they needed control. And but it wasn't ever touched. There was Night of the Living Dead, The Chase, and there was one other film that everyone used to say that we need to get rid of this, these crazy filmmakers. And then, you know, unfortunately, the ratings code never worked because they didn't copyright. You know how crazy these guys are? They never took a copyright on the X. So X was, at first, was a legitimate rating. So Midnight Cowboy was an X. You know, so many really good films were rated X. Then they found out that they never bothered to copyright the X because they were afraid it would look like they were condoning. And so then all of a sudden everyone started to be able to use the X. So all these, you know, pornography guys, motel movie guys were using the X. So then you can know, if you want it to be legitimate, you could not use the X because you would, you know, the whole thing has just been a disaster. We didn't feel it right away because the film went out and it actually, two things happened. It actually returned money. We made the film on $115,000. It returned almost $600,000. We didn't know how magical that was because now, you know, ever since then, I have never gotten a profit dollar from any distributor. So we didn't know that was unique. But we got that money back. No one was writing favorably about the film yet. So we went on, we made a second film, and I was starting to shoot my third film before it all happened. I think it was, oh, I don't know, I forget what, you know, it was in France, actually, that it happened. Cahiers du Cinéma, I think, was the first major piece that took the film seriously.
rubrique BD et romans avec Laurent. Alors, un enchaînement tout trouvé, c'était que tu as parlé de L'Hôpital et ses fantômes, dont la version américaine a été coécrite apparemment par Stephen King. Donc moi, je vais vous parler de Stephen King et d'une histoire que vous connaissez tous forcément, c'est celle de Shining. Donc, je suis persuadé que vous avez tous vu le film. Oui, non. Et en fait, je vais vous parler du roman original, en fait, qui est assez différent de la version de Kubrick. King lui-même disait que c'était un bon film en tant que spectateur, il avait bien aimé, mais par contre, c'était une trahison totale de l'esprit de son bouquin. Donc, Shining, c'est son 3e bouquin à King, donc il était encore un écrivain débutant, on va dire, qu'il a écrit en 77. Et c'est l'histoire de Jack Torrance, donc, qui dans le film est joué par Jack Nicholson. Et qui Dans le livre, qui le joue. Alors, dans le livre, c'est Jack Torrance lui-même qui joue son propre rôle. Jack Torrance, sa femme et son fils, qui sont... alors, les prémices sont les mêmes que dans le film. Ils sont envoyés dans un hôtel pour garder l'hôtel pendant l'hiver, l'hôtel Overlook, qui ferme l'hiver et qui est une gigantesque bâtisse. Voilà. Donc, ils doivent s'occuper de la chaudière, ils doivent entretenir l'hôtel pendant l'hiver. Et contrairement au film, dans Shining, le livre, Jack Torrance est un vrai alcoolique, quoi, qui est vraiment en désintox, qui est sevré et qui a beaucoup de problèmes avec l'alcool. Et ce qui se reflète aussi sur le personnage de Stephen King, qui lui-même a eu beaucoup de problèmes avec l'alcool. Donc voilà, c'est encore une fois, et c'est un écrivain aussi, Jack Torrance, donc c'est encore une fois un double de Stephen King. Alors, dans le film de Kubrick, on ne sait pas trop si l'hôtel est hanté. On a quelques indices, mais c'est pas vraiment officiel, quoi. On ne sait pas si vraiment l'hôtel est rempli de fantômes. Alors que dans le bouquin, voilà, à chaque étage, il y a différents fantômes. Il y a des scènes assez bluffantes. Par exemple, je pensais pas pouvoir avoir peur en lisant un bouquin où juste il y a des cotillons dans un ascenseur. Et il y a une scène où rien que le fait qu'il y ait des cotillons dans un ascenseur, voilà, on est bluffé et voilà, et ça marche vraiment. Des cotillons, ouais. Oui, c'est comme au Nouvel An. Ouais, des cotillons. Non, mais c'est flippant les cotillons. Mais détrompe-toi. Je t'assure qu'il faut lire le bouquin. Et voilà, Stephen King arrive à faire peur avec une lance à incendie. Le petit gamin croit être poursuivi par une lance à incendie à un moment. Des buissons. Voilà, des buissons en fait. Contrairement au film où c'est un labyrinthe de haies, là c'est des buissons qui ont des formes d'animaux et qui deviennent vivants, donc il y a une espèce de gros... Et vivants que quand ils ne regardent pas. Non, c'est quand ils se retournent, qu'ils avancent et ils ne les voient jamais bouger. Oui, en fait. voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et ils sont attaqués par des buissons sous forme d'animaux, c'est assez bluffant. J'approuve, ça me ferait flipper. Tu m'étonnes. Et donc c'est vraiment un bouquin flippant autant que le film. Pas de la même manière, mais vraiment King, et c'est là qu'on voit que King est vraiment un génie de l'horreur et du fantastique, quoi. Alors la jeunesse du bouquin, c'est que King à l'époque, en 77, il a eu son petit succès avec Carrie, il a touché l'argent du film de De Palma, et il va vivre, il se barre de chez lui dans le Maine, il va vivre à Boulder dans le Colorado, et un soir il décide, respirer un peu, voilà, pour prendre l'air, il décide d'aller passer une nuit dans un hôtel, et c'est l'hôtel Stanley qui ressemble beaucoup à l'hôtel Overlook. L'hôtel Stanley? Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais. Puisque précisons-le pour ceux qui ne comprennent pas, celui qui a réalisé le film, c'est Stanley Kubrick. Donc dans l'hôtel Stanley, la nuit avant sa fermeture pour l'hiver, donc c'est vraiment similaire à l'idée du film. Il passe la nuit dans la chambre 217, il y a quasiment que dans le... Ah, la fameuse chambre dans le bouquin. Et il y a quasiment que dans l'hôtel, et il bouffe tous les trois, il a qu'un fils à l'époque, tous les trois, dans la grande salle à manger de l'hôtel, et ils sont que tous les trois, quoi. Et donc il se dit, il y a quelque chose à faire, quoi, vraiment, l'idée vient de là. Et la nuit, en fait, alors King raconte ça, la nuit, il fait des cauchemars de son fils poursuivi dans l'hôtel. Et donc toute l'idée du bouquin vient de là, quoi. Alors une petite anecdote, le Shining du titre, c'est le don de télépathie qu'a l'enfant, en fait, Danny, et c'est piqué d'une chanson des Beatles, Instant Karma, où il dit We all shine on. Ah. Voilà, ça vient de là, le Shining, qui est traduit en français par le don. C'est le Shining qui réveille les fantômes de l'hôpital. Je suis encore dans ma chronique d'avant. Qui réveille les fantômes. L'intrigue, en fait, c'est que l'hôpital est rempli de fantômes. L'hôtel, pardon, est rempli de fantômes. Et sur une musique de Queen. Une vie propre, si tu veux. Et il cherche à s'emparer du pouvoir du Shining, donc de Danny, l'enfant, le gamin, pour avoir encore plus de pouvoir. Voilà, c'est ça. Parce qu'on voit clairement que dans le film, même si cette idée elle est évoquée comme une cerise
un cheveu sur la soupe, quoi. Tout d'un coup, il parle du Shining, mais Ouais, pas trop voilà, le passer. c'est vraiment hyper central dans le livre. Ce qui est aussi central, c'est vraiment la lutte du personnage contre l'alcoolisme. Là, dans le film, c'est vraiment, voilà, c'est clairement méchant. sous-entendu. Il est Voilà. clairement méchant. Ouais, c'est juste un mec qui devient fou, quoi, sans qu'il y ait vraiment d'éléments Ouais, fantastiques. d'ailleurs, on se dit, il picole parce qu'il est en train de péter Ouais, un plomb, voilà, quoi, mais ouais, que c'est c'est- pas quelque chose qui est avant, en fait. Parodié de Les Simpsons aussi. Ouais. J'ignorais. Les Simpsons qui ont parodié quand même quasiment tous les Oui, films ouais. fantastiques et films d'horreur. Alors une autre anecdote rigolote, c'est que le bouquin est dédié au fils donc, de Stephen King, puisque c'est lui qui lui a donné l'idée. Et son fils s'appelle Joseph Hillstrom King. Et le bouquin est dédié à Joe Hill, Joseph Hill. Voilà. Et ce Joe Hill publie maintenant des bouquins sous le nom de Joe Hill et pas de Joe King, et dont un des recueils de nouvelles qu'il a publié s'appelle Phantom. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup Excellent. toutes ces Alors ça, infos. c'est pas de la boucle bouclée. Voilà, c'est je le dis- roi de la boucle. Respect. Voilà, c'est la grande boucle. Maintenant, c'est à toi d'être le roi de la boucle. Et Ça va Dieu être un sait peu que plus ça dur. va être difficile. Allez, chronique cinéma tout de suite. Rubrique cinéma avec Rurik. Voilà, donc avant de vous parler du film que j'ai sélectionné dans ce truc, je voulais juste rajouter ce qu'on disait un petit peu lorsque la caméra ne tournait pas, c'est que Stephen King, du coup, s'est vengé en faisant un gros téléfilm réalisé par Mick Garris, qui est donc le mec qui adapte tous les trucs de King à la télé, basé sur son Shining, que là, il approuve totalement. Voilà, et qui a été tourné dans l'hôtel Stanley, là où King a eu l'idée du roman. Et c'est super mauvais. Donc la Et boucle, maintenant, tu dois enchaîner la boucle est là-dessus. bouclée. Voilà. Donc un film un peu moins mauvais, voire même carrément fabuleux. C'est un film de Polanski qui s'appelle Le Locataire, qui est un film assez important puisque c'est un film qu'il a tourné un petit peu après toute cette histoire de procès qui lui a valu beaucoup de problèmes. Oui, il Qu'est-ce avait qu'il a fait, Polanski ? des contredanses non payées, enfin c'était terrible. C'est énorme. Et il est parti un moment à Paris pour tourner ce film et il n'est plus jamais revenu aux États-Unis encore à ce jour. Et donc c'est un film assez marquant par rapport à ce truc-là. Alors on parle de fantômes, il n'y a pas vraiment de fantômes finalement dans ce film. Il y en a sans en avoir, mais en fait les fantômes sont dans la tête de Polanski lui-même puisque c'est un mec qui fait toujours des films sur la paranoïa et les fantômes du passé en fait. C'est un gars qui a une histoire, il a écrit, il est très zen quand il parle Polanski, si vous le voyez à la télé toujours avec son petit sourire, mais c'est une vie très dure parce qu'il y a quand même donc son histoire à Varsovie. Et Sharon Tate. Il y a Sharon Tate, c'est un truc absolument abominable qu'on a Précisons quand tendance à même que oublier. sa femme a été massacrée par les gens de la secte de Charles Bronson quand même. De Charles Bronson. Charles Manson. Qui travaille avec Raymond Nixon, donc. Et donc, voilà, donc il est toujours hanté par des trucs, Polanski. C'est vraiment ses fantômes à lui. Et il adorait le bouquin de Topor, parce que c'est un bouquin de Topor, le locataire chimérique. Topor étant accessoirement aussi le créateur de Téléchat. Voilà. Et il a fait ce. Ah oui, quand même. C'est un grand Et créateur. peur ouais. aussi, hein, téléchat. Ça, de Mais, suite, là, mais on est bien dans sûr que ça l'ambiance, fait peur. tu vois. Il est toujours. les fouettes. Hein. Le gars qui parle. Je suis désolé, mais ça. C'est un peu comme l'hôpital et ses fantômes, le locataire, c'est à la fois drôle, puis à la fois vraiment flippant, parce que t'as cette histoire de mec qui s'appelle Trelkowski, donc Polanski, Trelkowski, qui arrive dans un vieil immeuble parisien. Alors déjà, t'as l'impression qu'il y a des fantômes partout, et qui vient louer un appartement, et en fait. Tous les gens de l'immeuble sont bizarres, quoi. Tous les gens sont bizarres, et en plus, cet appartement-là, il appartient encore, enfin, il est plus ou moins encore loué par une femme qui s'appelle Mademoiselle Schul, qui est à l'hôpital parce qu'elle s'est jetée par la fenêtre, et on ne sait pas pourquoi. Donc lui, c'est un mec un petit peu pas cool parce qu'il espère quelque part qu'elle crève, quoi, que cet appart il puisse le reprendre. Donc en attendant, il le reprend. Et les gens commencent à alors on ne sait pas si c'est lui ou les gens commencent à le prendre pour Mademoiselle Schul. Il arrive au café, alors je ne sais plus exactement le détail, mais il dit un truc genre je voudrais un café s'il vous plaît. Et le mec lui ramène un chocolat. Et il fait mais vous m'avez rien... Ah oui, mais Mademoiselle Schul prenait toujours ça. Ah bon? Et ça commence comme ça. Et petit à petit, il commence à dire mais lâchez-moi, je ne suis pas Mademoiselle Schul. Puis il dit ah ben puisque je suis Mademoiselle Schul, il commence à se déguiser en femme et ça devient complètement fou. Et à tel point que c'est fantomatique, c'est que les toilettes sont sur le palier mais à l'autre bout du couloir. Et à un moment, il va aux toilettes. Alors déjà, sur les toilettes, sur les murs, il y a des hiéroglyphes partout. On ne sait jamais vraiment pourquoi. C'est jamais expliqué dans le film. Hein. Il y a plein de gens qui travaillent sur les théories qui sont très pointues. Et pendant qu'il est aux toilettes, il regarde par la fenêtre son appartement, il se voit lui-même en train de se regarder. Je vous laisse imaginer le délire, c'est terrifiant. Tout ça appuyé par la musique de Philippe Sard, qui est un Français, qui est le frère du producteur, Alain Sard, et qui a fait une musique vraiment totalement fantomatique. Le départ, c'est fait avec un orgue de verre, une espèce de musique vraiment qu'on entend d'ailleurs, car notre ami au magnéto ont appuyé sur la cassette une fois de plus, et c'est parti. Et il y a vraiment tout un truc, c'est vraiment terrifiant, oppressant, sans rien, parce qu'il y a quasiment rien. Tu peux très bien te dire
tout ce qu'on voit, c'est lui qui l'imagine. Je vous dis pas la fin, mais la fin est complètement à la fois absurde et horrible. Et alors, pour terminer, il y a plein de, c'est moins des fantômes, ils sont encore tous vivants, mais il y a un all-star cast de second rôle. D'abord, il y a Isabelle Adjani, il y a aussi, qui est très moche, qui sent Lady, il y a Bernard Fresson. Est-ce que tu veux dire qu'elle ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui? Non, moi je la trouve toujours belle, Isabelle Adjani. Personnellement, je trouve qu'elle est tellement talentueuse. Tu aimes le plastique, ouais. Après, c'est son truc, mais c'est une grande actrice, Isabelle Adjani. Et il y a plein de gens pas très connus. Il y a notamment Michel Blanc, Gérard Jugnot et Josiane Balasco dans ce film, dans des petits rôles, c'est-à-dire une grande partie du Splendide. Donc il y a quand même ce côté comédie, voilà. Donc alors on peut comparer pour conclure, montrer que ce mec a encore les mêmes démons, c'est que Ghostwriter, qui est son dernier film, presque l'un de ses derniers films, a beaucoup de points communs. Il y a quand même l'histoire, ça commence par un mec qui se jette du haut d'un bateau, comme l'autre s'était jeté du haut de l'immeuble. C'est l'histoire d'un ghostwriter, donc un nègre, hein, qui va remplacer un autre nègre, celui qui s'est jeté. Donc de la même manière que Trelkovski remplaçait une autre locataire, il y a cette ambiance fantomatique. Polanski a toujours ses obsessions, ses fantômes dans sa tête. On sent qu'il est vraiment hanté par des trucs. Et donc voilà, ce film le représente très bien et c'est vraiment un chef-d'œuvre hallucinant. Mais c'est du coup Ghostwriter, c'est un remake, c'est une suite non assumée? Non, c'est juste ces liens-là. Complètement autre chose, mais il est dans son truc. C'est son. D'accord. Il y a des obsessions, des liens Frantic, c'est l'histoire d'un Américain qui vient sur le sol français, et sur le sol français, c'est la menace, de la même manière que si lui allait sur le sol américain, ce serait la menace légale. Enfin, tous les films sont très reliés à sa vie. Voilà, Polanski, c'est un mec qui est très, voilà, c'est pas des films de commande, c'est pas Transformers 12, c'est Polanski, c'est ses films, et ses films, c'est Polanski, quoi. Voilà. Et ben moi, j'ai pas lancé Transformers 12. Dommage. C'est dommage. Aussi par la fenêtre. Michael Bay, c'est les films de Michael Bay, je l'ai jeté par la fenêtre. Non, tout de suite, on va regarder une vidéo sur le créatif web que nous avons sélectionné ce mois-ci. C'est tout de suite dans Plus ou moins Geek et on se retrouve juste après pour la spéciale fantôme. Et maintenant, le Focus Motion Maker. Alors, on va dire que je suis un geek de 25 ans qui faisait des détournements et des imitations et qui finalement se filme avec un... On peut citer des marques? Non. Ah merde. Avec un 550D. Une de mes premières imitations, c'était l'agent Smith dans Matrix, et j'ai fait plusieurs petits détournements comme ça, qui n'ont pas trop mal marché, notamment des détournements de Matrix en créole aussi, qui étaient assez connus à La Réunion, et ça c'était l'une des premières imitations. Oh mon dieu, mais que j'aime les jurons créoles. Tenez par exemple, Pesmoukat de Tojo Chamaman de Kitabet de Macro Génération, il marche 4 pattes avec le soir va de doigt de pied, genou pluché. Ça se voit à mon visage, hein, je pense, hein, je viens de La Réunion, je suis né là-bas, ma mère est née là-bas. Mon père n'est pas né là-bas, mais moi je suis né là-bas quand même, voilà. C'était un truc très très con, c'était deux Japonais qui discutaient, et moi j'avais mis la musique de Dallas derrière, j'avais dit que c'était Dallas en Chine, enfin c'est très très con. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, je n'utilisais absolument pas de logiciel de mixage ni de montage. Le logiciel de montage il fallait bien, mais c'est-à-dire que le mixage en fait, je lançais d'abord sur iTunes la chanson que je voulais mettre en arrière-plan, et puis après je parlais avec ma webcam qui me servait de micro à l'époque, et je parlais dessus. Donc ce qui fait qu'en fait, quand on écoute bien, on entend encore une horloge dans ma chambre, on entend mon grand-père qui m'appelle à un moment, donc tout ceci est très 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 artisanal. Je veux dire, j'étais bien loin du niveau de Mosinor à l'époque, et même maintenant je ne le suis pas. Alors quand on me demande de continuer certaines séries d'imitations, certaines séries de détournements où je fais des imitations dedans, notamment les C'est pas sorcier. Après, c'est sûr que pendant un temps, j'ai écouté beaucoup ce qu'on m'a dit, mais après, il faut se forger ses propres idées, quoi, parce que tout le monde à l'époque me citait Mosinor, c'est fatigant. C'est comme si à n'importe quel petit podcasteur qui a maintenant dit « Ouais, mais tu ferais bien de voir Norman, il fait des trucs mieux que toi ». Bon, ça casse un peu le truc. En même temps, ça te permet d'avancer. C'est-à-dire, ah ouais, il fait des trucs comme ça, ben moi je vais faire quelque chose de mieux. Et puis, tu fais pas forcément quelque chose de mieux, mais tu fais des choses. Et c'est ça, l'important, c'est de faire des vidéos, de continuer, de produire, voilà. J'ai eu la chance d'avoir un article sur mes vidéos. Et puis, il y a le patron de Réunion Première qui m'appelle, il dit, ah oui, David, on fait on a une petite émission... une émission matinale de radio et de télé en même temps, ça s'appelle le Cross Média. Et le truc, c'est que c'était toute une nouvelle aventure, parce que moi, j'étais juste un mec de face caméra, de vidéos faites face caméra. J'étais dans l'enregistré, j'étais pas dans le direct. Et te mettre dans le direct alors que tu es habitué à l'enregistrer, c'est pas facile aussi.
Alors, une de celles que j'aime bien faire, parce que ça me rappelle une époque à La Réunion où quand on sortait, on allait à la plage et qu'il y avait des mecs qui étaient mal garés. Moi, je sortais la tête de la voiture comme ça. Hé, connard, t'es mal garé, mec! Et donc, je faisais la voix d'Eddie Murphy. Ça, c'est très marrant. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Fred de C'est pas sorcier. Voilà. Eh, dis donc, Jamy, tu sais que la caméra qui me filme en ce moment, c'est une pomme. C'est une AVC cam, ça coûte un bras, Jamy. C'est pour ça que la personne qui me filme en ce moment ne peut pas bien viser. Elle a mis sa caméra sur un trépied parce que sinon, ça irait dans tous les sens, Jamy. Alors c'est beaucoup de voix de chansons, c'est-à-dire que je me considère un petit peu comme un... entre guillemets, hein, comme un Michael Gregorio avec du bide. Ah, me voilà libéré de mes chaînes. Chaîne nébulaire, protège-moi. Oh mon Dieu, le chevalier de la Vierge arrive. Le phénix ne pourra jamais être détruit, bande de pauvres nazes. J'aime bien faire cette voix. Bon, t'as un cancer de la gorge après, hein. Rubrique jeux vidéo, avec Fred. Alors donc pour les jeux de fantômes, c'était pas évident en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de jeux de fantômes en fait. Est-ce que j'aurais peut-être pu parler de Casper sur Super NES? Ah ouais. Bon. Project Zero. Pac-Man. Mais bon, Project Oui, Zero. Pac-Man. alors sinon j'aurais aussi pu parler en même temps de SOS Phantom, le jeu qui est sorti il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années maintenant, mais qui est en fait le SOS Phantom 3 qui sortira jamais au cinéma. Puisque donc, je crois qu'il sortira jamais au On cinéma. sait pas, on grand sait pas. regret. Mais en tout cas, ça met le temps. Ouais. Ils vont finir par tous mourir. Non, mais Et sinon, des fantômes. Et voilà. Non, c'est en cours, SOS Phantom 3, avec une équipe beaucoup plus jeune. Et si, ils ont eu la signature de... Non, sans Non. parler encore. J'ai signé, mais ça n'a aucun est-ce que vous pouvez me rendre ma Voilà, chronique, arrêtez, s'il vous plaît? Non, parce que... Ok, non mais c'est bon, Mais je SOS Phantom m'en 3. vais si vous Non, voulez. mais nous, on aimait vachement bien SOS Phantom 3. Ah Je oui, mais crois qu'on est si parti c'est pour nous deux faire ans. une Jones 4 en même temps, vaut mieux s'arrêter à Tout deux. à quoi. fait. Ouais. Donc sinon, ouais, c'est vrai, j'avais pensé aussi à Amnesia. Je sais pas si ça vous parle. Amnesia, c'est un jeu qui est hyper Je flippant. pense, j'ai oublié. Mais je sais pas s'il y a vraiment des fantômes dans Amnesia quand même. Sacré toi. Si je vais pas aller bien loin, Non, j'avais c'est trop pas peur vraiment un quoi. fantôme, mais c'est tellement flippant en fait au niveau de l'ambiance que moi non plus je suis pas allé très loin. J'ai lancé le jeu, j'ai fait save et puis j'ai arrêté. en Quand fait. tu t'es mouillé 3 fois, après t'arrêtes quoi. Ouais. Voilà. Donc sinon je vais parler en fait de quelque chose qui est beaucoup plus connu, les Silent Hill et les Resident Evil. Alors je vais dire Evil, je suis désolé, mais j'ai l'habitude de dire Resident Evil, moi donc. Alors Resident Evil et Silent Hill, est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous avez joué? Oui. Ouais. Donc déjà Silent Hill et Resident Evil. Alors c'est Silent Hill, donc c'est un jeu qui a été sorti en 99, qui a été édité par Konami. C'est un survival horror. On le compare justement souvent avec l'autre référence du genre hein, qui est Resident Evil. Et Resident Evil, c'est un peu la raison pour laquelle en fait on joue encore au survival horror aujourd'hui, alors que finalement les deux ont rien à voir en fait. C'est-à-dire que Resident Evil, c'est comme les films en fait. T'as les films de Scare Jump, tu sais, et tu as les films qui font peur. Resident Evil et les films de Scare Jump, c'est un truc que je déteste au cinéma parce que c'est le machin. Voilà, c'est ça. C'est d'un coup, t'as un coup de violon qui va faire. Et forcément, tu vas sauter. Tu as et le le mec- chat aussi près de la fenêtre. Le plan qui arrive du... Et forcément, t'as ton pote à côté qui te fait t'as eu peur. Non, j'ai pas eu peur, connard. C'est à cause de moi. Si toi, t'as pas sursauté, c'est parce que t'as un problème cérébral. J'ai peur que. C'est des gens qui font peur finalement. Ouais, non, mais voilà. Et donc Resident Evil, et donc Silent Hill, c'est Resident Evil et Silent Hill, c'est un peu la même chose en fait. Silent Hill, c'est plus basé sur de la vraie peur psychologique. Les Alors que- réflexes. Une atmosphère qui se met en place. alors une atmosphère qui se met en place. On compare en fait assez souvent Silent Hill et Resident Evil, alors que Resident Evil, comme je dis, c'est du scare jump, et c'est de l'horreur en fait. C'est-à-dire que dans Resident Evil, on te montre tout, on t'explique tout, on va te dire, voyons, alors tu es là, les zombies sont là parce que c'est le virus X, Y, Z qui les a transformés comme ça, parce que par telle société, le virus il a été fabriqué à telle adresse, le monstre pour arrêter le virus, il est en bas au sous-sol numéro 2, tiens, voilà la clé. Enfin, je veux dire, c'est... Et finalement, ça fait pas peur en fait, du coup. Tandis que Silent Hill, là où ça fait peur, c'est justement qu'on t'explique pas, on t'explique rien. En fait, tu contrôles souvent un personnage qui arrive là, qui sait pas ce qu'il fait là, il a pas envie d'être là, il a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. C'est un mec qui sait pas se battre. À part, il y a un des Silent Hill, je crois, où on contrôlait un mec qui savait se battre. Mais sinon, 3/4 du temps, c'est vraiment on contrôle un gars qui en a rien à foutre, qui a juste envie de rentrer chez lui pour regarder sa vie musclée. Enfin, et donc c'est Attention le web. Ouais. Hein Mais moi, c'est vrai que je préfère aller dans Silent Hill que finalement regarder Salut les musclés. Tu peux regarder Salon et musclés dans Silent Hill. Ouais.
Sur une télé qui traîne. Et donc voilà, Silent Hill, c'est justement le fait que rien ne soit expliqué qui fait flipper. Je veux dire, par exemple, tu as... l'étrange aussi. L'étrange, ouais, il y a des enfants qui pleurent, t'entends des trucs comme ça. T'as des espèces de monstres qui rampent, qui ressemblent à rien en fait. C'est le fait que ça ressemble à la fois à quelque chose et à rien. T'as des espèces de trucs humanoïdes qui rampent, tu sais pas si c'est des humains, on dirait des formes un peu qui... C'est vrai que t'as l'esprit un peu ville fantôme en plus. C'est vraiment, tu débarques, normalement il n'y a rien, quoi. Tout est désert. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est que tu débarques, tu sais pas ce qui se passe en fait. Et c'est justement l'imagination qui te fait flipper. Tu te fais flipper toi-même en fait, on peut dire. Le truc c'est qu'on joue pas sur tes réflexes, c'est dérangeant quoi. Voilà. C'est ça qui fait peut-être plus flipper parce que quand on te fait boost, finalement c'est ton réflexe survie. Ouais, puis une fois que le bout est passé, bah, il reste pas grand-chose. Voilà, là vraiment tu peux faire des cauchemars. La scène la plus connue de Resident Evil, ça va être celle où on est dans le manoir, on arrive à côté, on arrive dans un couloir où il y a un angle de caméra qui est complètement dégagé, donc on se dit, ça y est, je vais y aller, il n'y a pas de zombies, c'est bon, tranquille. Et on passe à côté et là, boum, t'as deux chiens qui te sautent dessus, toi tu fais, enfin voilà. Et donc, c'est le typique Resident Evil, le Silent Hill, ça va être plus lent, tu vas arriver, tu vas avoir un truc qui va arriver, tu sais pas ce que c'est, ou alors tu vas passer à côté d'un mur et tu auras un mec qui sera éclaté sur le mur, les tripes à l'air, et c'est pas expliqué pourquoi. C'est ça, Silent Hill en fait, c'est de la peur psychologique. Quoi. En fait. Oui, si tu le dis. Je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, t'es dégoûté limite avant de te faire attaquer. Ou tu vois, genre, c'est vraiment rien que le visuel te... C'est tout ce qui se passe avant l'attaque, en fait, qui te fait flipper. Et justement, ça a été aussi un peu le reproche de Silent Hill, c'est que les combats sont infiniment plus mous que dans un Resident Evil, en fait, puisque dans un Resident Evil, quand même, il y a beaucoup d'action, ça pète, ça va vite. Alors que dans Silent Hill, t'as un pied de biche. Alors que dans Silent Hill, ouais, c'est plus lent, en fait. Le gameplay se veut plus lent, en fait, puisque tu t'as pas de munitions, tu te cherches. Du coup, à chaque fois que tu arrives dans une salle où il n'y a rien, où la salle est sécurisée, tu te poses et tu fais je suis bien là. Tu es resté un peu dans cette salle, il n'y a personne, c'est cool. Et c'est un peu ce qu'on avait reproché d'ailleurs à la version de Christophe Gans, c'est d'un coup de montrer en fait tous les monstres de Silent Hill, alors que logiquement le film était le jeu était beaucoup plus atmosphérique quoi. Bah, moi, je trouvais que le film était assez fidèle, hein, mais mais c'est pas forcément un bon film pour autant, mais c'était quand même assez fidèle à la mise en scène du jeu en tout cas. Il reprenait les mêmes mouvements, la même ambiance. L'esthétique, Parce que lui, c'est un vrai gamer pour le coup, Christophe Gans. Et donc, du coup, d'ailleurs, il y a un passage que j'ai trouvé génial dans un Silent Hill qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Shattered Memories. Le remake du premier, en fait. Ah ouais? Moi, j'ai pas joué parce qu'il j'avais pas la Wii encore à l'époque. Il est sorti sur Wii, je crois. Ouais. Si vous voulez offrir un cadeau à Fred, il te manque de console. Moi, j'ai vu ça, je l'ai vu sur des sites de jeux, ça en parlait, des vidéos, et je trouvais ça génial. C'est qu'en fait, il y a un psychiatre qui intervient régulièrement dans le jeu et qui te dresse une espèce de portrait psychologique de ton personnage en fonction des réponses que tu vas dire, mais aussi en fonction de là où ton regard s'oriente. Par exemple, derrière le psy, tu as des bouteilles d'alcool en fait qui sont derrière le psy, et si ton regard a tendance à se porter en permanence avec la manette, je parle. Si ton regard avec la manette a tendance à se porter vers les bouteilles d'alcool, le psy va te poser des questions. Alors, l'alcool, vous avez eu des problèmes, monsieur? Voilà, donc... Et donc, c'est vraiment basé sur la psychologie des personnages. Tous les Silent Hill ont un personnage central qui a un problème dans sa vie. Oui, voilà, après, on le voit surtout dans le film et dans le jeu. C'est vrai qu'on a tous les Silent Hill. Il y a un personnage qui a un lourd passé psychologique et c'est ça qui fait que. Ils sont tous attirés par la ville en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'ils viennent d'ailleurs et la ville les appelle. Ils ont tous un rapport personnel avec la ville. C'est pas vraiment comme un survival horror où vraiment les mecs, c'est des mecs lambda, c'est le hasard. C'est vrai que le vrai survival horror, ça va être Resident Evil. Mais Silent Hill, c'est plus. C'est un demi survival horror, peur psycho, enfin je sais pas trop comment on appelle le genre. Une dernière anecdote peut-être pour conclure? Une dernière anecdote, j'en ai une mais c'est pas sur un jeu, c'est qu'en fait est-ce que vous saviez que dans Silent Hill, la sirène qu'on entend c'était une sirène française? Non. Ça me paraissait évident. Voilà, c'est une anecdote de merde, mais c'en est une quand même. D'accord, écoute, c'est sur ces bons mots que nous allons passer à la partie culture japonaise avec RL. RL, tiens-toi bien, tu as 8 secondes de jingle. Rubrique culture japonaise avec RL. Donc finalement, j'ai pas vraiment parlé que de fantômes, puisqu'au Japon, les fantômes, qui s'appellent les yurei, font partie d'une famille un peu plus vaste. C'est tous les esprits, démons, etc., de la tradition japonaise qui s'appelle les yokai. Donc on va parler de yokai. Alors au début, j'aurais pu parler en fait de Kunio Yanagida, l'ethnologue qui a redécouvert les yokai et la tradition des yokai il y a quelques décennies. Et finalement, c'est pas tout à fait séparé, puisque c'est l'auteur qui a inspiré celui dont je vais parler maintenant, qui s'appelle Mizuki Shigeru. Pourquoi Mizuki Shigeru en particulier? C'est déjà un des plus anciens mangaka encore en vie au Japon, qui a vraiment beaucoup de reconnaissance dans son pays, et même en France, même s'il n'est pas très connu, il est quand même édité par des tout petits éditeurs.
la plupart des fans de manga connaissent Gegege no Kitaro, qui est son œuvre phare au Japon, qui parle donc d'un jeune garçon qui est en fait un garçon yokai qui est adopté par des humains et qui n'a qu'un œil, donc on le reconnaît facilement avec sa mèche comme ça sur le côté. Oui, sauf que lui, il a un œil qui parle sur l'épaule. Et par contre, il a une autre œuvre qui est beaucoup plus connue en France parce qu'elle a été primée au Festival d'Angoulême en 2007, voilà, qui s'appelle Nononba, qui est une œuvre plus ou moins autobiographique qui raconte sa jeunesse en fait, avant la guerre. L'enfance dans un Japon encore assez archaïque, on n'a pas l'électricité, machin comme ça, les enfants meurent encore de maladies très fréquemment et il est pris en charge plus ou moins par une vieille dame qui aime lui raconter des histoires de yokai, etc. Et ce qui lui a donné vraiment dans la vie le goût de ces histoires un petit peu Qu'est-ce qu'il faut autre monstre dans le bestiaire des yokai? Outre les fantômes, tu disais, ça faisait donc, partie. en fait, c'est le pire. Ben justement, en France notamment, c'est le seul dictionnaire des yokai qui est publié, c'est le sien. D'accord. Voilà. Donc là, on découvre. Bon, il y a des classiques. Il y a bon, je vais pas vous donner les noms parce que ça va être vous paumez un petit peu. Mais c'est le parapluie qui marche sur un pied. C'est le petit bonhomme quand tu marches dans la forêt, si t'entendais pas, il faut t'arrêter et le laisser passer en lui donnant une petite formule pour pas qu'il te mange. Ce monsieur est quand même un homme vraiment, vraiment respecté. Déjà parce que, bon, il est très vieux, il a plus de 80 ans maintenant, il a plus qu'un bras. C'est-à-dire qu'en fait, il était gaucher. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a perdu son bras gauche. Et finalement, il l'a jamais retrouvé, c'est ça le pire. Et non, on l'a jamais retrouvé. Donc finalement, il a volontairement, pour faire du manga, appris à dessiner avec sa main droite. C'est quand même assez... Et il dessinait pas du tout avant, en fait. Il dessinait pas, puis il était gaucher, quoi, donc ça fait quand même de handicap. Et finalement, entre son œuvre qui a permis aux Japonais de redécouvrir un petit peu leur bestiaire fantastique, plus facilement peut-être que Yanagida, et bon, le fait qu'il soit comme ça un petit peu courageux, et voilà. Maintenant, il a dans sa ville natale, Sakai Minato, voilà. Bien. Il y a un petit kebab au coin de la rue. Sakai Minato. C'est là, je peux pas dans la préfecture de Tottori. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller visiter. Il y a une rue à son nom qui est couverte de statues à l'effigie de ses personnages, donc essentiellement des yokai. Et cette rue mène à son propre musée, à son nom aussi, qui est complètement dédié, un petit peu comme le musée Miyazaki. Voilà quoi. Ah bah écoute, très bien. Extraordinaire. Et donc du coup, alors parmi les yokai, il y a des fantômes, il y a des parapluies à pied. T'as beaucoup de choses, t'as des choses qui sont un peu plus démoniaques, t'as les kappas par exemple, le petit personnage mi-tortue, mi-grenouille, voilà, qui est chauve. Ouais. En fait, à la base, c'est un esprit marin qui viole les jeunes filles qui viennent se baigner dans les lacs, tu vois. Faut que chez nous aussi, on en a en France. Hein. Pas dans les mangas. Il y a une comédie musicale érotique qui s'appelle Underwater Love avec une histoire d'amour entre un kappa et une femme qui est sortie récemment, qui est très rigolote. Là, il y a un long métrage qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Coup. Et là, c'est l'histoire d'un kappa, mais bizarrement, c'est beaucoup plus mignon, tu vois. Après, bon, les Japonais réadaptent leur tradition un peu à leur façon, quoi. Mais c'est vrai que Mizuki reste un petit peu une référence assez traditionnelle. Il essaie d'être vraiment proche des croyances anciennes. Et pourquoi ça avait disparu, du coup, tous ces esprits, c'est plus ou moins politique, c'est-à-dire qu'en 1865, histoire, le pays s'ouvre à l'étranger, à l'Occident, et finalement ils se sont tous intéressés à la culture occidentale, et aussi en même temps l'industrialisation est arrivée, donc les gens commencent à avoir l'électricité chez eux, etc. Et c'est un des trucs que Mizuki dit lui-même, l'électricité a fait fuir les yokai. Et donc ils ont disparu finalement. C'est un petit peu l'idée qui se fait de... C'est exactement ce qui s'est passé ici à la fin du Moyen-Âge, et alors d'autant plus mais à la Révolution industrielle. Le monde de féerie, les fées et tout ça ont été chassés par la Révolution industrielle. C'est même ce qui va se passer dans cette émission, puisque bientôt on va éteindre les lumières parce que c'est la fin de l'émission. Vous avez vu quand même un peu le lancement de dingue. Extraordinaire. Avant de se quitter, on va faire un petit récapitulatif sur nos sélections pour cette spéciale fantôme. Rurik. Le locataire de Roman Polanski. Fred. Silent Hill versus Resident Evil. RL. Mizuki Shigeru et surtout Nononba.
François. Captain Désillusion. Laurent. Shining de Stephen King. Voilà, et pour ma part, c'était donc The Kingdown, l'hôpital et ses fantômes. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Si vous voulez poursuivre l'aventure, ça se passe sur le site internet. Ça s'affiche juste en bas de l'écran. Allez, bye bye, ciao! Avant de partir, découvrez l'actu des sorties. Ce mois-ci, dans l'actu des sorties de Plus ou Moins Geek, on va commencer par la sélection des DVD et des Blu-ray. Alors en premier, on vous a gardé le nouveau film de James Wan qui s'appelle Insidious et qui raconte donc l'histoire d'une famille qui est tentée. Alors on pense très rapidement que c'est leur baraque qui est tentée, mais pas du tout. En fait, c'est leur gamin qui est tenté. C'est un vrai film coup de cœur avec plein de fantômes super flippants. Le gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est Skateland. Alors Skateland, c'est un film de Jim Mickle. C'est un truc qui est absolument génial. C'est un mélange entre Monsters, donc un film à petit budget fait avec plein de petites idées super intéressantes, La Route, donc le roman, et le film avec Viggo Mortensen, et des vampires en fait. Donc voilà, c'est un concentré d'idées absolument génial. C'est une vraie pépite, ça sort en direct ou DVD. Ça n'a pas eu la chance de sortir en France en salle et c'est vraiment à découvrir. On passe maintenant aux séries télé. Alors la grosse sortie de ce mois-ci, eh bien c'est enfin le coffret Blu-ray de la saison 1 de la 4e dimension. On l'attendait depuis très très longtemps. Le gros avantage, 1, je vous en ai déjà parlé dans l'émission, et 2, c'est que le master est impeccable. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ont tourné la série en pellicule. On va maintenant passer à la partie jeux vidéo. Alors cette fois-ci, Fred vous approuve un seul et unique jeu dont il m'a parlé que des termes érotico-sexuels, c'est Batman Arkham City. C'est bien évidemment la suite de Asylum et cette fois-ci, bah voilà, Quincy Sharp, qui était le directeur de l'asile, devient maire de Gotham City et va prendre quelques décisions qui vont un petit peu fâcher Batman. Je rajouterai également une petite déviance bien gore, c'est Dead Island sur Xbox 360 et PS3. Voilà, donc j'ai tellement joué que c'est tout rayé de l'autre côté du CD. Et qu'est-ce que ça raconte? Et ben vous incarnez un personnage qui va se réveiller sur une île paradisiaque et comme c'est trop beau pour être vrai, bah c'est juste plein à craquer de zombies que vous allez devoir éclater. On passe maintenant à la partie BD roman et ça tombe bien parce que Laurent vous en a parlé dans la dernière émission, c'est Jerry Spring qui ressort chez Dupuis en intégrale avec du coup tous les dessins. Alors même si vous n'êtes pas fan de noir et blanc, même si vous n'êtes pas fan de western, vous devez absolument avoir ça dans votre bibliothèque. Petit bouquin absolument à voir dans votre bibliothèque pour cette fin d'année, c'est Nos années Strange. Alors c'est préfacé par Alexandre Astier, que vous connaissez tous par Kaamelott, et ça revient sur 25 ans de culture strange. Alors ça va aller des comics aux adaptations cinéma, mais aussi aux jouets. Donc voilà, ça c'est vraiment un joli cadeau à se mettre pour la fin de l'année. Et on finit avec Erel et sa sélection pour le manga. Et ce mois-ci, elle vous a gardé Princesse Jellyfish. Alors, Princesse Jellyfish, c'est l'histoire de 5 otaku qui vont habiter dans une pension entièrement réservée aux femmes jusqu'au jour où va arriver un travesti super fashion qui va perturber tout ce petit monde-là. Et elle vous le conseille vivement. C'est fini. Mais poursuivez l'aventure sur notre site internet www.plusoumoingeek.com. Nom de Zeus. Oh, j'aimerais déjà être dans le futur pour voir la prochaine émission.